comporte son contenu démocratie, voulant dire en grec pouvoir du peuple, qui comporte son concept de souveraineté populaire, qui a eu son apogée avec la Charte des Nations Unies, qui donne à la souveraineté populaire une valeur universelle en fondant le droit international sur le droit des peuples dans leur respect mutuel et leur souveraineté. Par leur État étant leur instrument d'exercice de cette souveraineté. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment est un conflit entre la notion de souveraineté, qui est le pouvoir de la base pour un intérêt général commun, et l'intérêt particulier de la classe dominante qu'est la bourgeoisie à l'époque, qui veut assurer sa liberté de commerce et d'industrie, non plus seulement à l'égard de la féodalité, mais à l'égard de la base. Et on arrive à une transformation de la notion de libéralisme qui est arrivée à son apogée actuellement, avec le libéralisme économique. Parce que qu'est-ce que c'est le libéralisme économique aujourd'hui? C'est l'Union européenne, la concurrence libre et non faussée, qui nous interdirait par exemple les services publics, qui nous contraint à des privatisations. Le libéralisme aujourd'hui, c'est le libéralisme économique qui veut imposer des intérêts privés d'ordre financier, des intérêts du CAC 40, pour les imposer contre l'intérêt général, contre l'intérêt commun, le service public. La bataille du libéralisme, elle est celle-là. Nous devons toujours mener les fondements essentiels du libéralisme politique, liberté d'association, liberté de réunion, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de circulation, les libertés fondamentales qui sont les droits fondamentaux. C'est un libéralisme qui aujourd'hui d'ailleurs est profondément entamé par le libéralisme économique. Donc il y a aujourd'hui même un antagonisme entre la domination des intérêts privés par ce libéralisme économique et le libéralisme politique assuré par l'État. Oui, parce que l'État, moi je suis pour un État fort à condition que ce soit un État démocratique, c'est-à-dire un État entre les mains d'un pouvoir citoyen et pas d'un pouvoir confisqué qui exerce son pouvoir sur les citoyens, et en n'oubliant pas qu'il n'y a pas de démocratie ou de pouvoir politique s'il n'y a pas de démocratie et de pouvoir économique. C'est pas pour rien que le Front populaire avait fait les nationalisations. C'est pas pour rien qu'actuellement nous avons la bataille sur la SNCF. La bataille sur la SNCF, mais elle se revendique du libéralisme économique. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention de revenir à ces notions fondamentales, la liberté politique et sa philosophie fondamentale, et le libéralisme économique qui en est absolument contraire. Je voudrais faire la transition, si jamais ça vous a plu, parce que moi ça m'a plu en tout cas, l'exposé, je dois faire, je ne sais pas quand, un autre exposé sur la démocratie libérale, donc ce sera complémentaire, pas redondant, enfin j'espère ne pas être redondant, mais en tout cas j'essaierai d'aborder plus toujours un aspect philosophique, mais sur en quoi le libéralisme a directement influencé la structure démocratique telle qu'on la connaît. Et ça revient un peu sur ce que tu viens de dire, sur la manière dont le libéralisme, qui était à la base, qui soutenait à la base la souveraineté, a complètement trahi l'idée même de souveraineté et est devenu complètement incompatible avec l'idée même de démocratie. Voilà, La question je crois que le libéralisme, cette tension qui est vraiment intéressante entre la liberté telle qu'il est développée et puis telle qui est l'essence philosophique du libéralisme, et à travers un État minimal lié à la sécurité uniquement, et puis quelque part l'obligation du libéralisme d'avoir un État providence. Et moi je ne sais pas si c'est une obligation, je me demande vraiment. Est-ce que, par exemple, le libéralisme tel qu'il s'est développé à travers l'histoire, à travers par exemple la conquête de territoires, à travers le colonialisme et à travers l'impérialisme économique mondial, est-ce que c'est une obligation ou plutôt c'est dans
je dirais, l'essence même du libéralisme, de développer cette approche. Et ce n'est pas une tension, en quelque sorte. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une interrogation pour moi. C'est-à-dire, le colonialisme et l'impérialisme économique, c'est des stades de développement du libéralisme qui font, et du capitalisme, et qui sont dans l'essence même d'un système qui va toujours vers plus d'intérêt, vers plus de richesse, vers plus d'appropriation matérielle, et ainsi de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Et puis, j'avais une deuxième question, mais je l'ai oubliée. Bon. Julien, tu... Oui, alors... effectivement, alors, j'ai volontairement... j'ai volontairement décidé de ne pas parler justement de toutes ces transformations du libéralisme économique, etc. Parce que c'est un sujet décisif, important, massif. Voilà, il faudrait plusieurs heures pour essayer de faire comme ça le parcours historique. Je me suis vraiment réduit à essayer de regarder à travers les yeux d'un libéral. Finalement, tout ça, ces transformations, cette transformation de la société, pour un libéral, elle sert à quoi? Elle sert à ce que chacun puisse travailler, être heureux chez lui. Voilà. Et je pense que quand on parle avec un libéral, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il est sincère, il y en a plein, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, un antilibéral, c'est quelqu'un qui voudrait faire le bonheur des autres à leur place. Profondément, fondamentalement, c'est ça. Et qui voudrait les déposséder d'eux-mêmes. Et du coup, il est scandalisé par cette idée-là. Et je pense que comprendre le libéralisme, au fond, c'est comprendre juste cette chose-là. Et une fois qu'on a ça, et ben tout le reste, les transformations historiques, économiques, les ramifications, la complexification extraordinaire du libéralisme à travers les âges, et ben elle se comprend aussi, jusqu'aux propres contradictions internes, hein, tout se comprend à partir de là. Et ça me permet de répondre aussi à ta question. Le libéralisme n'est pas nécessairement un colonialisme ou un impérialisme, mais le libéralisme est un universalisme. Et c'est ce qui explique ensuite la colonisation, voire l'impérialisme. Les grands libéraux, puisqu'ils sont universalistes, eh ben, ils vont coloniser, puisqu'ils vont apporter le bonheur, la bonne parole à tous les gens qui n'ont pas encore l'immense chance de vivre dans une démocratie libérale. Donc, parce que c'est trop dommage d'être heureux tout seul et de ne pas apporter la prospérité et le bien-être à tous les autres. Il y a une forme d'évangélisation idéologique. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a, je ne sais plus, c'est Victor Hugo, je crois, hein, qui disait qu'il fallait nécessairement aller apporter comme ça l'universalisme des Lumières civilisé. Voilà, à les coloniser parce que il fallait leur permettre d'être heureux à leur tour. Vous voyez, de pouvoir se Mais est-ce que c'est pas dans les gènes du libéralisme? Si, c'est pas uniquement une mission. Si le libéralisme est un universalisme, si chaque être humain peut être en puissance un individu, alors oui. Oui. Vas-y. Enfin, tout à l'heure, vous disiez que le libéral, ce qui ne supporte pas chez celui qui n'est pas libéral, c'est qu'il accuse de vouloir faire le bonheur des gens, sans que, à leur insu, entre guillemets, quoi. Et quand vous définissez le libéral comme quelqu'un d'universaliste qui veut que tout le monde profite des bienfaits, etc., justement, c'est ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, il fait, enfin, si c'est vraiment ça sa volonté, il fait le bonheur des gens. Enfin, il veut faire le bonheur des gens à leur insu. Enfin, voilà, donc c'est... Enfin, moi, je partage pas ça. Je voulais revenir sur ce que disait monsieur par rapport à la démocratie économique. Est-ce qu'il y a une démocratie lorsque les citoyens n'ont aucune prise sur
sur l'économie, sur la valeur économique qu'ils produisent. Voilà, ça c'est une question. Et est-ce que vous définissez le libéralisme comme... pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de capitalisme? Est-ce que le libéralisme, c'est une forme dérivée du capitalisme? Enfin, c'est-à-dire que le capitalisme, ce serait quelque chose de modéré, alors que le libéralisme, c'est vraiment, comment dire, ça outrepasse, ça dérive, enfin c'est un extrémisme quoi, du capitalisme. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'ai du mal du coup à suivre le fait que le colonialisme, l'impérialisme n'est pas dans les gènes, si je puis dire, du libéralisme. Là, je ne sais pas théoriquement, mais j'ai le justifié, mais j'ai du mal du coup à suivre en gros la dernière réponse, de dire mais non, c'est parce qu'ils sont universalistes que sauf, enfin on peut le renverser, c'est pour justifier le colonialisme, l'impérialisme, la nécessité, l'esclavagisme économique, enfin d'exploiter des peuples et une main-d'œuvre complètement gratuite, d'organiser pour voilà, que du coup on en arrive à justifier des choses sur la liberté, etc. Alors que, en gros, il n'y a personne qui dit. Il y a un livre d'un historien italien, je crois, qui s'appelle Contre-histoire du libéralisme, qui est paru au Seuil il y a 5-6 ans. Je crois qu'il explique ça, c'est-à-dire en gros, alors, sur l'idée qu'il faut, le libéralisme n'est pas une idée au démarrage, le libéralisme c'est un fait, c'est une pratique, c'est un état de développement basé justement sur l'exploitation, sur le colonialisme, et que les idées, elles viennent pour justifier, enfin pas pour justifier, mais elles viennent pour organiser un peu tout ça. Le deuxième chose, c'est un moment où j'ai du mal du coup, quand je me mets dans la peau d'un libéral, il y a un truc, j'arrive pas à faire un lien, je ne sais pas comment, d'autres mots pour essayer d'expliquer, c'est l'histoire de la propriété. Je ne vois pas le lien entre l'individu, la liberté et la propriété. Je n'arrive pas à comprendre comment ils en arrivent à ça. De Boltanski sur le nouvel esprit du capitalisme, moi, de que j'en ai tiré, c'est ça, c'est comment le libéralisme, il attrape tout un tas d'idées de critiques et qu'il les fait siennes, quoi. Et dans l'exemple de critiques libertaires, comment ils les ont fait leurs. Voilà, pof, ils l'ont pris, et puis voilà. Alors, voilà. Julien. Alors, pour compléter l'idée du colonialisme, je pense que... Alors, je me fais toujours, entre guillemets, l'avocat du diable. Hein, je parle pour un libéral. Il y a l'idée aussi que, si on revient au fondement, hein, l'homme étant maître et possesseur de la nature, et le colonialisme, c'est aussi une manière d'aller s'étendre et par son travail, c'est l'idée que j'avais donnée au tout départ, hein, par le travail, j'étends mon être au sein de la nature. Et qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? C'est ça aussi, hein, d'aller dans d'autres pays, dans d'autres territoires et de les faire siens. C'est ça la logique même du libéralisme. Donc il y a cette idée d'aller comme ça étendre son être, de devenir maître et possesseur des choses, sur l'idée qu'ils feraient le bonheur des gens à leur place. Maintenant justement, ils vont leur apporter de quoi s'émanciper, de leur point de vue à eux. Ils vont leur apporter de quoi s'émanciper. C'est pour ça qu'un libéral et un colonialiste, c'est pas exactement non plus la même chose, mais d'un point de vue strictement libéral, je me place juste du point de vue des principes fondamentaux du libéralisme. Hein. Il faut aller dire aux gens ils n'ont pas besoin de maître, qui sont maîtres d'eux-mêmes déjà, et qui peuvent faire comme ils veulent. Donc on ne va pas faire leur bonheur à leur place, on va leur dire qu'ils peuvent être heureux par eux-mêmes. Vous voyez ? Sur la distinction entre libéralisme et capitalisme, alors il n'y en a pas un qui est plus extrême que l'autre, c'est juste deux choses très différentes, puisque le libéralisme, c'est une idéologie, une façon de comprendre et d'interpréter le monde. Le capitalisme,
c'est une organisation économique. C'est l'outil, quoi. C'est un outil. Alors, les choses sont très... après, on peut rentrer dans les détails, mais en gros, c'est l'organisation économique qui permet ou qui appuie aussi une conception libérale. Mais on peut être capitaliste sans être libéral. Il y a des... On peut être capitaliste et fasciste. Voilà. Oui, oui. Hitler était capitaliste. Mais il n'était pas un libéral. Et communiste aussi. L'idée de propriété, bah, c'est facile. L'idée, être propriétaire, c'est être maître. C'est-à-dire de pouvoir décider, de pouvoir agir. Je suis propriétaire de moi-même pour un libéral. C'est-à-dire que je suis seul maître de ce que je suis et de ce que je fais. Je suis propriétaire de mes biens parce qu'ils sont une partie de moi. C'est-à-dire que je peux décider comment je vais en disposer. Donc l'idée de propriété, c'est une sorte c'est, disons, le côté pile de la liberté. Mais ça va ensemble. La liberté, c'est de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, pouvoir avoir la capacité de le faire, hein, et la propriété, c'est les moyens, tout simplement. Pouvoir disposer de soi, disposer de son corps. Alors, dans le cadre de la nature, hein, pour Locke, par exemple, on n'a pas le droit de se suicider, hein, puisque la loi de la nature, qui nous fait propriétaires de nous-mêmes, fait que justement, on ne peut pas détruire cette propriété. Il faut, au contraire, en disposer, l'enrichir, l'approfondir, l'étendre. Il ne faut pas la détruire. Donc, et puis les libertaires, alors, j'aime pas du tout cette idée que les extrêmes se rejoignent, mais là, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a les libertariens aux États-Unis, c'est-à-dire les gens qui pensent que l'individu est fondamentalement libre et a besoin d'un État minimal, et les libertaires qui postulent aussi, dans une certaine manière, que ce qui définit un homme, c'est sa liberté. Il se définit par sa liberté. Voilà. Mais eux refusent toute forme d'État, puisqu'ils pensent que c'est justement sans État qu'un homme peut s'émanciper et devenir pleinement lui-même. Mais finalement, alors tout ça est bien plus compliqué. Il y a beaucoup de libertariens, je pense à Nozick, l'un des grands penseurs du libertarianisme, hein, dans un livre plein d'humour qui s'appelle « État, anarchie, utopie ». Qui dit aussi ça, que finalement, à partir du moment où on défend la liberté humaine, on défend déjà le premier principe. Hein. Donc entre libertariens et libertaires, en fait, il y a plein de points qui divergent et il y a aussi plein de convergences. J'accède à une compréhension de la cohérence de la pensée libérale. 3 siècles se sont écoulés avec cette pensée libérale qui est présente tout le temps. Il y a 3 siècles, et puis aujourd'hui, avec les conditions d'aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse après, c'est de faire ce qu'a fait le marxisme, c'est-à-dire de partir de l'analyse concrète de ce qui se fait, de l'état réel de la société, pas de la pensée seulement qu'on plaque sur la société, mais de la manière dont on organise vraiment, comment les libéraux qui pensent la pensée libérale, ils se comportent dans la pratique, quand ils ont le pouvoir. Ils ont le discours libéral, mais est-ce que leur pratique, c'est conforme à leur discours? C'est un peu mon interrogation, parce que pour critiquer la société, il faut quand même que je mette en relation ce que je comprends de la conception au niveau philosophique et de la pensée, et de ce que je comprends au niveau de l'analyse concrète de la vie et de la manière dont les choses s'organisent vraiment. Alors, il n'y a pas une contradiction là-dedans. Pour moi, il y a 2 versants. Voilà. Alors, le versant philosophique est indispensable. On ne peut pas penser par petits bouts. Il faut à un moment donné avoir un type de cohérence dans la pensée. Libéral, mais dans d'autres modes aussi. Mais après, en tant que militant, moi, ça s'arrête pas là. Oui, mais tu vois, je me donne la parole à moi-même. Moi, je pense que sous le contrôle de Julien, ce qu'il a voulu faire, c'est de dire, voilà quelle est la pensée de l'idéologie libérale.
avec ces trois éléments, etc., etc. Il n'a pas épuisé toutes les discussions sur le libéralisme. Et notamment, il n'a pas développé ce qui est devenu le libéralisme économique bien plus tard. Ça, c'est dans la 2e, 3e, 4e séance qu'on va faire ça. Parce que c'est une idéologie forte. On ne peut pas tout régler. C'est comme le problème du colonialisme. Julien a répondu, le capitalisme, c'est le système économique et politique, le libéralisme, c'est l'idéologie. Ça n'a donc rien à voir. Mais on peut avoir un capitalisme libéral. Voilà. Pour comprendre le colonialisme, bien sûr, comme le capitalisme est libéral, il faut que ça soit en cohérence. Il faut trouver une cohérence avec le libéralisme. Mais pour comprendre le colonialisme, il faut partir du capitalisme. C'est-à-dire des besoins même du capitalisme. On ne peut pas isoler. En fait, dans sa présentation, il a montré l'idéologie. Il faudrait que dans la phase suivante, il puisse faire, lui ou un autre, oui, voilà, la démocratie libérale. Et puis ensuite, comment le capitalisme a intégré l'idéologie libérale, la démocratie libérale, et comment ça s'est développé. Mais que pour comprendre le colonialisme, je veux dire, il faut d'abord savoir, c'est le capitalisme qui crée le colonialisme, ou qui intègre des formes de colonialisme pré-capitaliste à l'intérieur du système capitaliste. C'est pour ça que l'une des difficultés, y compris de la discussion de ce soir, mais l'une des difficultés que nous avons, je dirais, dans le travail politique ou syndical que nous pouvons faire chacun d'entre nous ici et là, c'est qu'effectivement, nous on est tout de suite intéressés sur le libéralisme, qu'est-ce qu'on fait demain contre Macron, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Bon. Et en fait, ce que propose Julien, c'est dire, pour l'instant, nous mettons de côté Macron et tous les... On fait un petit détour pour bien comprendre ce qu'est l'idéologie. Et ensuite, il va falloir avancer. Démocratie libérale, libéralisme économique, comment le capitalisme intègre tout ça, comment, de sa dynamique propre, le capitalisme intègre en fait le colonialisme, et pourquoi il en a besoin. Pourquoi le capitalisme français arrive en 1830 en Algérie? Ça a des explications. Voilà. Et après l'impérialisme, c'est pareil. L'impérialisme, ça ne se déduit pas, de mon point de vue, directement du libéralisme. Ça se déduit du capitalisme ayant intégré l'idéologie libérale et se développant phase après phase, capitalisme concurrentiel, capitalisme monopoliste, et ensuite les contradictions entre les différents capitalismes monopolistes sur la planète. On en voit aujourd'hui un exemple par rapport à la dynamique de Trump. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que si on veut travailler bien ensemble sur le plan théorique, il faut qu'on soit capable, je dirais, de découper les choses, quoi. Hein, on ne peut pas, par exemple, je prends un exemple en physique, on ne peut pas expliquer la théorie de la relativité généralisée sans savoir comment on apprend d'abord à compter, à comprendre, et puis d'abord la mécanique newtonienne, et puis ensuite pourquoi la mécanique newtonienne ne fonctionne pas, et pourquoi il faut la mécanique relativiste, et pourquoi la mécanique relativiste ne fonctionne pas, et qu'il faut la mécanique quantique, etc. Donc en fait, il y a une dynamique propre. Et c'est vrai que difficile en quelque temps puisque l'objet intellectuel que Julien a présenté, c'est voilà quels sont les fondements de l'idéologie libérale. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour répondre aux différents problèmes, bon, il faut
présenter à la limite d'autres choses. Bah, si je peux compléter sur la question militante, le gros problème c'est que on n'a justement aucun problème pour aller défiler contre Macron et contre la politique de Macron, etc. Mais si on attaque la politique libérale, est-ce qu'on est prêt à l'attaquer à fond? Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause, par exemple, la distinction entre espace public et espace privé? Fondement même du libéralisme. Est-ce qu'on est prêt à dire que on peut plus savoir par soi-même ce qu'est le bien, par exemple? C'est compliqué, parce qu'on y est. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'y suis attaché, par exemple, à l'idée que j'ai quand même mon espace privé. Et que si jamais, qu'est-ce qu'on fait face à un contradicteur qui maîtrise bien sa pensée libérale et qui nous dit si vous mettez en cause le libéralisme, alors vous remettez en cause l'espace privé, alors vous voulez qu'on vive dans 1984, où Big Brother contrôle tout jusqu'à la vie intime des gens. C'est vraiment ça que vous voulez? Vous êtes des totalitaires en puissance. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Il faut avoir des arguments, mais parce que, vous voyez, le libéral, lui, il n'est pas, qui connaît bien son Locke ou son Mill, il n'est pas à court d'arguments, lui, il a des choses massives, importantes à nous opposer. Il faut savoir lui répondre sur ces points-là. Permettez-moi, par exemple, de rajouter sur le fait, par exemple, quand on dit aujourd'hui, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Eh bien oui, chacun il a le droit. Mettre une kippa, mettre un voile, mettre une grande croix comme ça, oui. Le problème, c'est de dire chacun fait ce qu'il veut. Et que ça soit prioritaire par rapport au reste. Mais c'est une position libérale. Ce qui fait que l'extrême gauche communautariste aujourd'hui est profondément branchée sur une idéologie libérale. Pas plus libérale que Tariq Ramadan. Voilà. Etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce qui est très important, et moi je partage l'idée de Julien, c'est que quand on veut critiquer la politique libérale de Macron, il faut aller au bout. Et ça nous oblige à critiquer une partie aussi du libéralisme que notre camp a intégré et qu'il faut qu'il expulse. Et effectivement, de ce point de vue-là, les critiques que Julien a présentées rapidement, c'est-à-dire la critique républicaine et la critique marxiste, oui, il faut les étudier, mais les développer. C'est-à-dire cette idéologie républicaine, cette idéologie marxiste, il faut la développer et voir comment ça rentre en contradiction. Parce qu'aujourd'hui, c'est une période de grande confusion. Vous avez des gens qui se disent marxistes et en réalité, ce sont des libéraux qui s'ignorent. Si vous me poussez, je donne des noms. Mais vaut mieux pas. Voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce qu'est cette idéologie, puis ensuite de comprendre quelle est la critique républicaine contre l'idéologie libérale, ce qu'est la critique marxiste contre l'idéologie libérale, éventuellement la critique jaurétienne qui essaye de faire un compromis entre le marxisme et la République, dans son concept de République sociale. Tout ça doit être effectivement bien étudié. Mais vous voyez bien, moi par exemple, mon propos, c'est quand je vois, par exemple, le communautarisme, par exemple. Le communautarisme, c'est l'application de la doctrine libérale à une partie de la population. Le communautarisme, chacun fait ce qu'il veut, la communauté fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux, moi, parce que je cherche le bonheur, etc. Et donc, on ne peut pas être... Marx le dit lui-même, on ne peut pas être communautariste mais révolutionnaire, par exemple. Voilà, pas possible. Juste,
Et c'est intéressant, juste un petit point de désaccord, le communautarisme n'est pas forcément un libéralisme. Hein, le communautarisme, c'est un conservatisme. Tout à fait. En fait, dans notre société occidentale, il y a 4 idéologies, il n'y en a pas 5 ou 6, il y en a 4. Il y a le conservatisme, le libéralisme, le marxisme et le républicanisme, en gros. Dans le communautarisme, c'est l'idée que j'appartiens à un groupe et que le groupe sait mieux que moi où est le bien. Et que le groupe décide pour moi ce que je dois faire. Voilà. Ben ça, c'est le... Ou que ce soit un chef, un père, un roi, peu importe, c'est une communauté. Voilà. Le libéralisme est... le premier, le grand adversaire du libéral, c'est le conservateur. Puisque le libéral dit que chaque individu peut savoir ce qu'il veut pour lui-même et il ne doit pas avoir de chef. Donc la première grande opposition, c'est conservateur-libéral. Et ensuite, vous voyez, entre ces 4 pôles, tout d'un coup, tout se complexifie parce que le conservateur, lui, il sait bien que l'individu n'est pas maître de lui-même, qu'il faut lui dire où est le bien, mais le républicain, lui, n'est pas du tout conservateur, mais c'est lui aussi que l'individu ne peut pas tout par lui-même et qu'il y a une idée du bien qui s'impose à tous qui va émerger. C'est l'intérêt général. Donc c'est pas du tout le même bien, mais les deux ne sont pas d'accord pour accepter ou autoriser un individualisme forcené. Donc là, tout d'un coup, ça se complexifie un peu. Mais il y a peut-être du coup d'autres questions, d'autres remarques, parce qu'on a monopolisé la parole. Je sais pas le libéralisme, comme je le disais au début, mais c'est par exemple sur le fait de pourquoi on combat. Pourquoi on combat, c'est que en tant que citoyen, d'autres diront en tant qu'individu, je sais pas, le premier mot qui vient à chacun, c'est rarement citoyen le premier mot qui vient chez les gens, c'est souvent l'individu, le mot qui est premier. Moi en tant qu'individu, je sais où sont mes intérêts, ils sont communs à tous les autres, donc je combats avec tous les autres pour que chacun ait accès au bonheur, en gros. Et souvent, quand j'explique mon combat en tant qu'insoumis, je dis aux gens,